Bonsoir et bienvenue dans notre U-Mag de ce mois de février. 3 sujets sont au programme. Tout d'abord, une rencontre avec les étudiants vétérinaires réunis au sein d'un défi pédagogique originel. Ensuite, il sera question de la pratique de l'excision à travers le monde et de ses conséquences parfois désastreuses. Et pour terminer, nous rencontrerons Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Les étudiants vétérinaires de bac 1, 2 et 3 sont mobilisés pour une approche scientifique originale autour de 2 races de chiens, les Border Collie et les Golden Retriever. Voyez plutôt. Alors le projet s'appelle un TP intégré qu'on a nommé SAGE. Et donc il y a 3 matières, 3 années d'étudiants qui participent à ce projet, les bacs 1 en comportement animal, les bacs 2 en génétique et les bacs 3 en statistique. Et on fédère des actions d'étudiants autour d'un thème de recherche commun qui est le lien entre des marqueurs génétiques et des comportements de chiens. Alors les races qu'on a choisi d'étudier cette année sont au nombre de 2. Il s'agit des Border Collie et des Golden Retriever. On a choisi ces 2 races parce que le statut de la recherche actuelle nous laisse entendre qu'on pourra trouver des résultats intéressants avec ces 2 races-là. Je trouve ça vraiment sympa de devoir collaborer tous ensemble parce que bon, c'est le travail des premières qui va pouvoir donner suite au travail des deuxièmes. Et ainsi de suite. Et donc je trouve ça vraiment chouette comme collaboration. Et puis faire un petit prélèvement ADN comme ça, devoir analyser nos vidéos. Et bon, de toute façon, c'est de l'observation de nouveau de comportement animal. Donc je trouve vraiment ça chouette dans le cadre de la première. Voilà. Les étudiants de première bac prélèvent les échantillons et ils arrivent ici et ce sont directement les étudiants de bac 2 qui vont travailler dessus. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est venir en extraire l'ADN et principalement donc de l'ADN canin de manière à pouvoir amplifier par PCR 2 gènes qui nous intéressent et ces gènes, on va les analyser par après sur un gel d'agarose de manière à déterminer le statut génétique du chien. On essaye donc au final de relier le comportement du chien à ce génotype. Donc notre mission, c'est en biostatistique de traiter les données qui ont été relevées par les bacs 1, c'est-à-dire qu'ils ont relevé de la salive de 2 espèces de chiens. Les bacs 2 doivent l'analyser en génétique et nous, on doit traiter les données en biostatistique. Ils sont en train d'analyser les données que les chercheurs n'ont pas encore eues en main. Donc l'équipe de vétérinaires et de biologistes qui ont mené l'expérience nous ont fourni les données chacun de leur côté. Et puis les étudiants bac 3 sont les premiers à voir si l'expérience a donné quelque chose ou quel est l'apport exact de cette expérience qu'on pourra tirer pour la recherche. On a l'impression vraiment de participer activement à un projet et pour moi c'est très intéressant. C'est clair que c'est original, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les autres sections et c'est très intéressant de faire collaborer les premiers bacs, les deuxièmes bacs et les troisièmes bacs avec à chacun leur niveau. Donc sur l'originalité, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas vu par ailleurs, pas beaucoup. Les résultats que nous allons obtenir, ils sont pertinents et intéressants dans le sens où ils nous permettent, grâce au nombre d'étudiants dont nous disposons, d'ouvrir ou de proposer un échantillon relativement large et il n'est pas simple de pouvoir trouver une telle diversité dans un laps de temps aussi court. Le caractère innovant ici, il est d'une part lié à la science actuelle et les démarches actuelles en matière de recherche de comportement d'une part, et d'autre part, l'innovation est également pédagogique puisqu'on fait travailler les étudiants de 3 années différentes sur un même quadrimestre qui est un autre challenge également.
La FUCID, l'ONG de l'université, s'interroge sur des matières qui concernent les pays du Sud. Il est question aujourd'hui de l'excision qui touche encore des millions de jeunes filles. Mais où est-elle encore pratiquée, avec quelles conséquences et comment est organisé le travail de prévention, notamment en Belgique ? On estime à 3 millions le nombre de filles excisées chaque année à travers le monde. Cette violation des droits humains touche aussi la Belgique. Alimatou Bari et Fabienne Richard, du GAMS, Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, sont venus nous expliquer comment prévenir et comment soigner. L'excision, c'est le fait de couper les organes sexuels féminins externes de la petite fille ou de la femme, donc le clitoris, les petites lèvres. Et parfois, on a même l'infibulation où on coud les grandes lèvres ensemble et on laisse juste un tout petit trou pour l'urine et le sang des règles. La principale conséquence d'une excision, c'est au moment même où on va la faire, ça va être l'hémorragie. La petite fille peut mourir d'hémorragie, elle peut se vider de son sang si on coupe l'artère clitoridienne. Et il y a aussi l'infection, parce que dans les conditions dans lesquelles c'est fait, on peut avoir des grosses infections. Ensuite, il y a des complications à long terme. Et là, ça va être les problèmes de douleurs chroniques, d'infections chroniques. On peut avoir des kystes, des abcès. Un problème au niveau de la sexualité, donc une absence de désir ou voire des douleurs au moment des rapports sexuels. Et puis pour les formes les plus sévères de mutilation où le sexe de la femme est cousu, comme l'infibulation, on va avoir un gros problème au moment de l'accouchement. Donc la tête du bébé va rester coincée derrière la cicatrice, et donc entraînant la mort du bébé et ensuite la mort de la mère si personne n'est là pour intervenir. On pense que l'excision a démarré en Haute-Égypte et que ça s'est répandu ensuite en Afrique subsaharienne, mais ça se pratique aussi au Moyen-Orient. Et ça, c'est moins connu, ça se pratique aussi en Asie et un peu en Amérique latine. Et bien sûr, tous les pays qui accueillent en fait les familles qui viennent trouver refuge pour des raisons politiques ou économiques, en Europe, en Australie, au Canada, aux USA, sont aussi concernés. Donc il y a un travail de prévention qui est fait en Belgique, puisque la demande d'excision existe bien réellement. Il y a plusieurs études qui ont été faites auprès de médecins néerlandophones et francophones qui montrent que des parents demandent à ce qu'on excise leur enfant en Belgique. Et c'est là où le travail des associations est important, puisqu'il faut sensibiliser les parents. On explique différentes choses, que c'est pas bon pour la santé de leur enfant, que c'est interdit par la loi en Belgique. Et il y a tout un accompagnement des familles. Et le plus important pour nous, c'est vraiment la sensibilisation et que les parents prennent conscience qu'il faut arrêter la pratique. Dans le cadre des grandes conférences namuroises organisées à l'université, Françoise Tulkens a été récemment invitée. Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est actuellement présidente du conseil d'administration de la Fondation Roi Baudouin. Bonsoir Françoise Tulkens. Vous avez été juge à la Cour européenne des droits de l'homme pendant 14 ans et vous avez d'ailleurs assumé aussi la fonction de vice-présidente à la Cour. À côté de cela, vous avez de très longues années enseigné à l'Université catholique de Louvain à la fois le droit pénal, la protection de la jeunesse, le droit européen. Vous êtes une grande spécialiste du droit pénal, de la criminologie, beaucoup d'ouvrages aussi à votre actif. Et nous avons donc la chance de pouvoir ensemble parcourir votre carrière. Et pourriez-vous rappeler les principales étapes de votre sortie de l'université jusqu'à aujourd'hui dans cette belle carrière qui est la vôtre? Oui, c'est un parcours à la fois simple et compliqué. Voilà, c'est souvent comme ça. À la fois typique et atypique. À l'université, c'est droit et criminaux, parce que je trouve que les deux vont ensemble. Puis
Puis j'ai été avocat. À un moment donné, j'ai beaucoup aimé le barreau, mais c'était, voilà, j'ai pas continué parce qu'à un moment donné, je voulais faire davantage de travail scientifique. C'est pour ça que je me suis orientée vers l'université, qui est quand même le lieu du travail scientifique par excellence. Et dans les matières que vous avez évoquées, c'est important. Donc j'ai été pendant 25 ans professeur à l'UCL, d'abord à Leuven, parce que j'ai encore été à Leuven, moi. Oui. Et puis à Louvain-la-Neuve, dans ces matières que j'ai trouvées vraiment extrêmement intéressantes, parce qu'au fond, elles touchent les questions essentielles. Hein, le droit pénal, c'est quand même la liberté. Et pendant toutes ces années, j'ai beaucoup aimé l'université. Et puis en 98, voilà, j'ai été élue, parce que c'est une élection, juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un lien entre le droit pénal et les droits de l'homme, ça c'est sûr. Alors cette expérience, ce long travail à la Cour, pour moi, a été extraordinaire, je ne le cache pas. Ça m'a profondément changé. Et c'est vraiment une expérience forte. Et votre arrivée à la Cour, justement, on peut en parler maintenant. Quel a été cet accueil à la Cour et le contact que vous avez eu avec les autres juges à la Cour européenne, provenant d'autres pays, d'autres cultures juridiques? Comment cela s'est-il passé? Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'on se trouve là tout d'un coup dans un nouveau milieu, 40 personnes, dans une grande table, dans une plénière, où comme petit juge, quand on arrive, on n'ose pas prendre la parole, évidemment. Mais en même temps, de suite, l'atmosphère a été vraiment excellente, parce que j'ai rien de préoccupation qui nous est commune à ces 40 juges. On vient tous, d'abord il y a des hommes et des femmes, il y a des gens qui ont des parcours très différents, avec des cultures personnelles, familiales, professionnelles très différentes, mais il y a quand même ce qui nous réunit, c'est cette question des droits fondamentaux. Et comme la Cour est permanente, je dirais, moi j'habitais à Strasbourg, les autres aussi, et c'est bien parce que ça permet... Ça crée des liens. Oui, ça crée des liens. Ouais. Donc non, pour finir, ça s'est bien passé, même si je ne connaissais rien au départ, ni la ville, rien. Oui. Une belle voilà, vie, il faut une fois se lancer, hein, il faut prendre des risques. Et pourriez-vous nous parler de quelques dilemmes auxquels vous avez été confrontés dans votre expérience? On a eu quand même quelques affaires rudement difficiles. Quelques affaires rudement difficiles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben voilà, je vais en prendre une toute récente, parce que ça m'a quand même énormément à la fois préoccupé et touché. On voit que maintenant la question de l'immigration, c'est une question fondamentale. Et les conflits qui se traversent le monde, je pense à la Libye, eh bien on a eu cette affaire toute récente où il y avait justement un bateau de Libyens qui arrivait vers l'Italie. Avant même qu'ils aient pu faire leur demande d'asile en Italie, ils ont été refoulés de manière collective vers la Libye où la situation était ce que l'on connaît. Et donc là, on a dû vraiment aller très loin pour dire qu'on ne peut pas accepter que les gens n'aient même pas l'occasion de déposer une demande d'asile. Et puis un refoulement collectif, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une affaire qui pour moi était forte. L'expulsion d'une jeune femme atteinte du sida vers le Nigeria, où on savait, le dossier le disait, que si on la renvoyait là, elle n'aurait pas les médicaments et elle courait à une mort certaine. Ça, c'est une affaire qui me préoccupe. Maintenant, il y a une affaire pendante contre la Belgique qui pose exactement la même question. Exactement, il faudra suivre que ça devienne... Alors, dans le domaine familial, il y a aussi des questions, évidemment, qui m'ont beaucoup touchée. Sur la question notamment de l'accouchement sous X, comment mettre en balance le droit de l'enfant à connaître ses origines, qui est quand même une question fondamentale aujourd'hui, par rapport au droit de la mère d'avoir. Donc il y a des questions dans différents aspects, mais qui sont vraiment fortes. Des qui sont vraiment majeurs, fortes et qui vous laissent... C'est les cas de conscience, je ne peux pas dire autre chose. Tout à fait. Et vous avez eu l'impression que la fonction de juge évolue nettement au fil des années? Oui, parce que les affaires qui nous sont soumises sont différentes, parce qu'elles sont proches de ce que l'on vit dans la réalité. La gestation pour autrui, voilà, qu'est-ce qu'on n'en a pas parlé? La Cour a une affaire sur ces questions-là. Toutes les affaires critiques, le droit de mourir, on l'a eu aussi. Toutes les questions qui se posent dans la société vont à un moment donné arriver à la Cour, avec un délai, mais elles vont arriver. Et par rapport à ça, on doit se situer, on doit surtout s'expliquer. Ça, c'est pour moi le point central. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Françoise Tulkens, vous êtes présidente de la Fondation Roi Baudouin. Comment voyez-vous les principaux objectifs pour l'avenir au sein de cette fondation? Une très belle fondation, ça j'ai envie de le dire, c'est une très belle fondation dont l'objet social, fondation d'utilité publique, dont l'objet social, c'est d'améliorer la qualité de vie de la population. C'est vraiment ça, dans le domaine économique, social, culturel. Ça, c'est une fondation pluraliste et indépendante. Ça, c'est essentiel. Et alors, cet objet social se décline dans toute une série de domaines d'action, justice sociale et pauvreté, qui est vraiment un domaine capital aujourd'hui, développement, migration, patrimoine, la question du patrimoine qui est importante, et surtout ici à Namur, puisqu'il y a eu effectivement une donation importante. Donc voilà, ce sont des questions qui, je trouve, sont essentielles aujourd'hui. La Fondation le fait bien. Eh bien, en tout cas, Françoise Tulkens, il me reste à vous remercier de nous avoir fait partager cette belle expérience et ce beau parcours professionnel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Notre U-Mag se clôture ici, rendez-vous donc le mois prochain.
Il sera notamment question de la collaboration entre l'université, l'école Sainte-Marie de Namur et l'ASBL École et Surdité dans le cadre d'une immersion bilingue en français et en langue des signes. Nous vous inviterons aussi à une rétrospective des nombreux événements organisés en 2014 dans le cadre de l'année allemande. Bonne fin de soirée et à très bientôt.